Bonjour à tous. On va commencer ce premier webinaire des rendez-vous agri-urbains 2025. Bonne année à tous, pour ceux qui n'avaient pas eu la chance de le faire avant. On commence ce webinaire avec un sujet qui est en général assez porteur et intéressant et on reçoit beaucoup de questions au laboratoire de sécurité urbaine sur cette question-là, les serres. On a déjà eu un webinaire l'année passée qui portait sur les serres collectives et plutôt les pépinières, là, la mise en place d'une pépinière collective avec un exemple là, qui avait lieu à Toulouse. Et si vous êtes intéressé par ce genre là, il y a un micro d'ouvert. Si vous êtes intéressé par ce webinaire, là, tous nos webinaires sont disponibles en rediffusion là, sur notre chaîne YouTube, près d'une quarantaine que vous pourrez écouter. Puis on va avoir un autre un webinaire aussi sur les serres un peu plus tard en 2025 de mémoire, c'est en mars. Il faut que je mentionne là, que nos webinaires sont rendus possibles grâce à un soutien là, du du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, qui permettent de se tenir ces webinaires à chaque mois. Plusieurs, on voit, là, je vois dans les noms des personnes qui sont présentes que plusieurs reviennent d'un séminaire à l'autre pour les nouveaux. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Et on a le plaisir aussi d'accueillir Jean-Philippe Vermette pour venir parler d'expérimentation et de modèles économiques de quatre projets de serre auxquels il a lui-même participé. Donc, Jean-Philippe Vermette est le directeur intervention politique publique au laboratoire sur l'agriculture urbaine. Donc, Jean-Philippe, je te passe la parole et je te laisse aussi le contrôle pour mettre ta présentation. Oui, parfait. Bonjour tout le monde. Peut-être avant de commencer, j'étais supposé de vous présenter quatre projets là, sur lesquels on a participé, mais j'ai décidé d'en ajouter un cinquième là, à la dernière minute dans le fond, c'est cinq pour le prix de quatre. Ça va permettre aussi de voir une diversité de modèles en fonction des intérêts que vous pourriez avoir à implanter ce genre de projet-là dans votre communauté. Puis je tiens à dire aussi que ben, je suis pas un spécialiste là, des serres, je suis pas agroéconomiste. Dans le fond, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur la question puis que j'essaye là, de ramasser le plus d'informations possible, notamment dans la pratique là, pour réussir à mener ce genre de projet-là. Mais je suis sûr que, dans le fond, il y a plein d'autres personnes, dont certains dans la salle virtuelle aujourd'hui, qui ont plein d'informations qui pourra compléter là, à la fin de la présentation. Alors, ici, c'est ça, comme disait Eric, c'est une magnifique photo qui est une des serres qu'on va présenter aujourd'hui, qui est la serre là, sur un toit à Esplanade-Cartier. Souvent, on voit les serres loufa quand on se promène sur la 40 ou quand on revient d'un vol vers Montréal. Et là, celle-là est un peu plus discrète. Mais on peut l'observer quand même la prochaine fois que vous reviendrez à Montréal par le pont Jacques-Cartier. Regardez à votre droite et vous risquez de l'apercevoir un peu dans où est Charlie, mais où est la serre. Alors, je commence. Peut-être juste pour commencer, qu'est-ce qu'une serre communautaire? Là, on va pas tomber dans une large définition, à savoir est-ce que c'est une serre collective, une serre communautaire. L'idée ici, là, on retiendra juste que c'est une serre qui est opérée par et pour une communauté. Dans le fond, c'est pas une serre qui est opérée par nécessairement un producteur agricole agréé qui fait une production destinée là, à la vente de produits commerciaux, mais c'est vraiment plus une serre qui est portée là, par une communauté. Là, ici, on a la communauté de Donham, dans laquelle je fais partie là, à la droite, qui, dans le fond, est une serre intergénérationnelle qui inclut aussi bien des personnes âgées que des enfants de l'école primaire du village qui se regroupent ensemble dans une serre. Puis là, on voit là, des sympathisants et des parents là, qui sont également dans la serre.
Euh, mais c'est ça, pour faire la distinction d'une serre plus productive, là, où ce que on pourrait imaginer là, un producteur agricole qui soit petit ou grand, qui fait une production essentiellement destinée à la vente. Dans le fond, quand on regarde, là, dans le fond, c'est quoi les principales tendances de mission? Tantôt, on entendait, bon, ben, Saint-Donat, nous, on a un enjeu de sécurité alimentaire, on veut produire des légumes. Souvent, c'est une des missions qu'offre là, une serre, de dire, bon, ben, on va produire des fruits et légumes à l'année, ou du moins, on va allonger la saison, que ce soit là, en prolongeant la saison à l'automne ou en la débutant plus tôt au printemps avec une serre, mais souvent les tendances qu'on voit, c'est que les serres communautaires sont avant tout portées par une mission éducative, c'est-à-dire les projets qu'on a mis en place, puis ceux qu'on suit. Oui, il y a de la production. Même dans certains égards, des grandes productions, des grandes quantités de production, mais le moteur, là, en tant que tel, la serre est porté par un volet éducatif, que ce soit l'éducation à la citoyenneté, une école, qu'elle soit primaire, secondaire ou collégiale, là, qui viennent faire des cours, des formations ou quoi que ce soit. Puis à ça s'ajoute un volet, là, que ce soit insertion sociale, affiliation. Dans le fond, on permet soit à des gens qui sont plus éloignés du marché du travail de venir s'impliquer à la serre, ou on permet, là, dans le fond, à des gens qui sont dans des programmes d'employabilité de venir faire différentes tâches. Mais on voit que le lien social, qui soit lié à l'éducation ou à l'emploi, l'affiliation, est très fort dans ces projets-là, plus fort que la partie production. Puis on va le voir dans les modèles d'affaires de chacun des projets. C'est difficile d'unir les deux. Puis c'est peut-être un peu la position schizophrénique dans laquelle la plupart des promoteurs de serres communautaires se retrouvent, entre leur désir d'ouvrir leur serre à des fins éducatives, faire des essais et erreurs, permettre à des jeunes du primaire de faire des semis, puis de l'autre côté, espérer avoir des récoltes abondantes dans une serre qu'il faut qui garde des protections phytosanitaires. On souhaite que, dans le fond, une serre aille au minima des contraintes d'entrée, notamment au niveau des ravageurs, des pathogènes et autres. C'est-à-dire, pour les promoteurs de serre, vite, on va se retrouver dans une position mitoyenne entre notre désir de faire de l'éducation, de l'affiliation sociale, de l'insertion sociale, puis de l'autre côté, notre désir de nourrir notre communauté, d'avoir des récoltes abondantes, puis souvent, dans le fond, l'un tire l'autre davantage, puis on voit que dans les cas, en tout cas du moins qui vont être présentés aujourd'hui, la partie éducative prend le dessus sur la partie production. Puis quand on regarde comment ils sont financés, ces projets-là, à quoi ressemblent les coûts de construction, à quoi ressemblent les coûts d'opération, puis est-ce que c'est possible de viabiliser des projets de serre communautaire? Mais là, vous pouvez vous en douter, il y a autant de modèles que de projets de serre en tant que tel. C'est de chaque serre a son propre modèle financier qui est adapté contexte dans lequel il s'inscrit, aux leviers financiers, aux opportunités financières qui sont présentes sur le territoire. Mais je tenais quand même là, à des fins référence, mettre quelques grandes tendances financières, aussi bien dans les coûts de construction que les coûts d'opération. Dans le fond, dans les coûts de construction qu'on appelle aussi les CAPEX, là, qui sont les coûts liés à tout ce qu'il faut mettre en place jusqu'à temps qu'un jour on opère la serre. Ben, on se retrouve, dans le fond, entre des coûts au pied carré. Là, vous pouvez faire la conversion au mètre carré là, par une règle de 3, mais des coûts au pied carré entre 15 et 200 dollars le pied carré. Pourquoi il y a autant de variations là, entre ces prix-là? Ben, puis on va le voir là, après ça, chacun des exemples que je vais vous donner vont indiquer le prix au pied carré, puis ultimement pourquoi le coût a été
plus important qu'un autre, ben ça va dépendre de où qu'elle est installée, la serre, là. Vous le savez, une serre installée au sol coûte beaucoup moins cher qu'une serre installée sur un toit, notamment en raison des prises au vent, la charge portante, s'il y a un bâtiment, ce système sécurité incendie qui est lié aussi à cette installation-là. C'est-à-dire où ce qui est installé à ça. C'est sûr aussi que un des exemples que je vais vous donner est une serre urbaine en milieu d'avantage rural, c'est-à-dire les coûts d'installation seront moindres qu'une serre urbaine en secteur très urbanisé où ce qu'on va vouloir avoir un raccordement au système d'égout là, de manière conforme, chose qu'on retrouverait peut-être moins là, sur le terrain d'une installation davantage, on pourrait dire, rurale. Il y a la question de l'installation professionnelle ou autonome. Dans le fond, souvent, quand on fait des soumissions pour installer des serres, peu importe que ce soit chez Guy Tessier, chez Arnois ou peu importe, on retrouve des coûts d'installation équivalents aux coûts de construction. C'est-à-dire, si on a une serre à 15 le pied carré de construction, ben, ils vont nous charger 15 le pied carré pour l'installer. C'est-à-dire, on pourrait s'imaginer qu'une serre de 1250 pieds carrés, une 25 par 50 qui coûte essentiellement 17 500 d'équipement, va nous coûter 17 500 à installer également par des professionnels qui s'occuperont là, de l'ensemble de l'installation. C'est sûr qu'une serre installée par des gens là, qualifiés, mais bénévoles ou autonomes, ben, c'est sûr qu'on diminue de beaucoup les coûts d'installation. Mais une serre, ça reste un bâtiment qui est pas si compliqué que ça de un à installer. Et oui, il y a des qualités professionnelles qu'il faut avoir, mais on n'est pas régi là, par la Régie du bâtiment du Québec. Vous le savez, même au niveau national, il y a le Code national du bâtiment agricole est distinct du Code national du bâtiment aussi. On a des normes qui sont différentes au niveau de la construction. Si c'est une serre là, à l'extérieur d'un bâtiment, on n'aura pas besoin là, d'avoir des gens associés à la CCQ qui vont construire l'installation en tant que telle. C'est-à-dire, c'est possible d'installer là, des serres euh, par soi-même, par un groupe d'individus. Il faut quand même avoir les connaissances pour le faire, mais essentiellement, c'est un abri tempo 2.0, là. Mettons, si on fait les choses simples, qui pourrait diminuer la facture. Il y a aussi la question de la grandeur de la serre. C'est-à-dire, bon, on peut s'imaginer qu'une serre, plus qu'elle est grande, plus qu'elle coûte cher, mais il y a aussi des économies d'échelle de serres. C'est-à-dire des serres jumelées coûteront moins cher que des serres individuelles à partir du moment où dans le fond, on fait des économies d'échelle par la grosseur des bâtiments. Puis dans le fond, ça, c'était un vide qu'on voulait remplir, notamment au laboratoire sur l'agriculture urbaine, où il n'y avait pas de marché de petites serres sur toit. On connaissait là, les grandes serres sur toit, le louffa qui venait là, dans le fond de produits qui venaient de l'extérieur, qui ont été essentiellement des serres en verre. Puis quand on essayait de retrouver des soumissions pour des petites serres sur toit, ce marché-là était inexistant. La même chose pour les serres au sol en bas de 1200 pieds carrés, ça n'existe comme pas. En fond, les principaux producteurs de serres manufacturiers de serre vont avoir la plus petite dimension, mettons 21 pieds par 30 pieds, c'est-à-dire on est légèrement en dessous de 1000 pieds carrés. Sinon, il faut aller dans le marché là, des entreprises manufacturières hautes avec des produits qu'on peut retrouver là, ailleurs, essentiellement qu'au Québec. Je sais que de plus en plus, il y a des manufacturiers de serre qui font des serres euh, domiciliaire, plus petit format, mais on connaît pas là, personnellement la qualité de ces serres-là. On avait déjà fait un test sur une serre de plus petite envergure. Ben, les matériaux étaient de faible qualité, mais peut-être que ça allait évoluer. Mais si on se concentre là, aux deux principaux manufacturiers de serre au Québec, que sont Arnois et Tessier, là, les plus petits gabarits qu'on pourrait obtenir, là, essentiellement, c'est du 21 par 30.
Il y a le type de fondation qui va être prise. C'est bien différent d'une fondation sur pieu qu'une fondation, dans le fond, en béton avec mur de gel, qu'une fondation ancrée à un muret de béton sur toit. Vous pouvez vous imaginer aussi que le coût du pied carré varie grandement en fonction de comment cette serre-là va être accrochée au sol en tant que telle. La qualité des matériaux, dans le fond, là, il y a un espèce de rapport qualité-prix, durée de vie du produit, empreinte environnementale. Là. Puis là, sans faire d'analyse cycle de vie de chacun des produits, on sait que le polythène, là, essentiellement simple, serait le matériel le moins abordable, le plus abordable, mais possiblement le moins durable et aussi le moins efficace énergétiquement. Après ça, on va y aller avec un polythène double soufflé. Ça, dans le fond, qu'est-ce qui crée l'isolation? C'est la couche d'air soufflée entre les deux feuilles de polythène qui est un produit pétrolière, mais qui offre un bon rapport qualité-prix. On peut aujourd'hui s'imaginer qu'on pourrait changer là, le polythène aux 5 ans. Après ça, on a le polycarbonate, qui est un matériel souple avec différentes épaisseurs, qui est plus durable que le polythène qui offre là, des qualités aussi intéressantes au niveau de la rigidité. Mais parfois, le polythène, dépendamment de la qualité le polycarbonate, en fonction de la qualité, il va jaunir. Ça peut être moins intéressant. C'est pour ça que plusieurs serres, là, dans le fond, vont avoir les bouts en polycarbonate, puis le revêtement là, de côté en polythène, que ce soit pour implanter des moteurs roll-up, là, c'est-à-dire essentiellement des côtés ouvrants ou même un toit ouvrant robotisé là, qui est également recouvert de polythène. Puis finalement, on a des matériaux vraiment plus coûteux comme le verre, en fait, là, qui a un indice de durabilité plus intéressante. Là. Je parle pas nécessairement de l'analyse de cycle de vie environnementale, mais plus au niveau de, bon, ça risque de rester plus longtemps. Dans le fond, le produit va durer plus longtemps. Mais en cas de bris ou quoi que ce soit, ben là, les pièces ça revient cher à le remplacer. C'est pour ça que dans un des projets qu'on va vous présenter, on a utilisé un nouvel matériel qui est de l'ETFE, qui est un dérivé de fluor, qui est un minéral, un matériel minéral qui offre des qualités au niveau de la transparence là, du soleil, au niveau de la pénétration du soleil, de la durabilité similaire au verre, mais beaucoup moins cher. Puis, c'est un matériel qui est utilisé beaucoup au Japon, en Allemagne, aux États-Unis. Puis, dans le fond, le laboratoire sur l'agriculture urbaine a été chercher là, dans le passé son numéro d'importateur au Canada pour justement faire des tests sur ce matériel-là, euh, posé de la même manière qu'un polythène, pas sous forme de coussin, là, comme c'est le cas là, dans d'autres dispositifs de TFE. On a vraiment un recouvrement de type polythène, mais avec des toiles de TFE qui offrent un vraiment bon rapport qualité-prix. Qu'est-ce qui va faire varier aussi beaucoup le prix, c'est la complexité du branchement. On pourrait s'imaginer un branchement simple en fonction d'une serre, mettons 3 saisons, qui serait branchée avec un tuyau temporaire à une borne incendie. Mais sinon, si on y va vraiment avec un branchement conforme au réseau d'aqueduc, ben là, c'est sûr que les coûts deviennent plus élevés. En milieu plus rural, on pourrait s'imaginer de creuser un puits. Est-ce qu'il faut creuser un nouveau puits ou il faut que le puits soit à proximité puis on peut le rattacher? C'est sûr que ça a des enjeux aussi au niveau des coûts. Les rejets, comme je le disais tantôt, est-ce que dans le fond, les eaux de procédé qu'on appelle, là, c'est que toutes les eaux issues de l'irrigation, que les systèmes soient hydroponiques ou en pleine terre, ben, vont devoir être traitées jusqu'à un certain point. Si c'est sur
un terrain là, où ce que le terrain est assez perméable, puis une capacité de percolation dans la terre, c'est une chose, mais si on est sur une dalle de béton, sur une rue ou sur quelque chose de très minéral, il va falloir gérer là, les eaux qui sont amenées. Ça, c'est un point à réfléchir. Puis toute la question énergétique aussi est à réfléchir. Dans le fond, il y a plein de formes de solutions énergétiques en passant par, dans le fond, gaz naturel et propane. On peut s'imaginer l'électricité. Après ça, des nouvelles technologies comme la valorisation des rejets thermiques ou la production, la valorisation de la biomasse forestière résiduelle avec des systèmes de chaudière assez complexes. Tout ça pour dire que, en fonction de la capacité, de la complexité de l'énergie qui va être utilisée là, pour chauffer les dites serres, ben, va venir des coûts potentiellement importants là, par rapport à ça. Puis je vous donnerai différents exemples là, qu'on verra quel genre de branchement énergétique qui a été fait, puis où ce qui sont les périodes de pointe les plus intéressantes en fonction des objectifs à atteindre. C'est sûr que de chauffer une serre comme aujourd'hui, mettons, je ne me rappelle plus combien il fait présentement, là, -25, on peut imaginer que le compteur de propane, là, il est en train de se faire aller présentement. Puis si on a une serre vide ou presque vide à des fins éducatives aujourd'hui, c'est un mauvais investissement, mettons, qu'on est en train de faire actuellement. Tandis que si on a une production chaude qui nécessite ça à l'année, c'est peut-être à prendre en considération, mais c'est sûr que le montage financier est différent. Et finalement, quantité et qualité des équipements, c'est-à-dire, bon, ben, est-ce que c'est sur table, est-ce que c'est en bac, est-ce que il y a des lumières HPS, des lumières LED, quel est le système d'irrigation, tous les équipements de contrôle par intelligence artificielle aussi, ou non, est-ce que c'est manuel, est-ce que c'est pas manuel, roll-up, pas roll-up automatique, toit ouvrant, pas toit ouvrant automatique. C'est pour ça qu'il y a autant de variabilité entre le 15 le pied carré et le 200 le pied carré en fonction de l'ensemble de ces considérations-là euh, qui va dicter au final le prix là, de la serre en tant que telle. Si on regarde les coûts d'opération qu'on peut appeler OPEX, là, souvent, sans vouloir donner de recettes là, miracles, là, on dit dans le domaine des serres qu'une serre, c'est comme un gâteau 4 quarts. Là, puis c'est pour ça que j'ai mis une petite photo de délicieux gâteau 4 quarts, possiblement au citron. Mais souvent, on dit que les coûts d'opération d'une serre vont être 25% en remboursement des CAPEX, c'est-à-dire essentiellement les prêts que vous aurez contractés pour installer la serre ou les équipements. Possiblement, il y a des intérêts qui seraient associés à ça, qui seraient à rembourser puis qui devraient rentrer là, dans votre modèle financier opérationnel. 25% en ressources humaines pour opérer la dite serre, 25% en énergie, d'où l'intérêt là aujourd'hui d'imaginer des systèmes de valorisation thermique parce que dans le fond la facture énergétique sur une serre 9 ou 12 mois là, est extrêmement énergivore. C'est des bâtiments qui demeurent relativement mal isolés, même si on peut aller chercher des airs intéressants, on est vraiment loin là, d'une passive house lead platine, là. Ça reste, dans le fond, un gros abri tempo qu'on essaye d'isoler le mieux qu'on peut. Il y a différentes technologies possibles pour réduire la facture énergétique, mais qu'il faut amortir aussi, puis qui font partie des coûts de CAPEX, là, si jamais on les met. C'est-à-dire, on peut penser aux toiles thermiques, l'isolation dans la jupette. Il y a différents équipements qui peuvent être utilisés, mais à chaque fois, c'est des coûts supplémentaires qu'il va falloir rembourser dans le 25% du remboursement CAPEX. C'est-à-dire, des fois, on échange là, 4,30 cents pour une pièce. Puis, le dernier, c'est le 25% d'intrants. C'est-à-dire, vous pouvez penser à tous vos fertilisants, vos semis, si vous partez là, dans le fond, pas directement de la graine, vos semences, l'ensemble des coûts d'opération liés là, dans le fond, au matériel que vous aurez besoin pour faire pousser la nourriture à l'intérieur, présente environ 25%.
Cela étant dit, dans la plupart des projets qu'on suit ou qu'on a menés, on voit que essentiellement, les projets ont reçu une subvention au démarrage, essentiellement pour installer l'infrastructure en tant que telle. C'est-à-dire, il y a peu ou pas de remboursement des CAPEX, là. Il y a peu d'organismes communautaires qui ont levé de l'argent sous forme de prêts pour construire leurs infrastructures. Puis on voit sans nommer le projet en tant que tel, mais il y a un gros projet de serre communautaire qui a été construit à Montréal, qui ont été chercher des investissements pour les CAPEX, puis ont eu de la difficulté là, à rembourser ces prêts-là de démarrage qui étaient liés là, aux infrastructures, puis qu'on se retrouve aujourd'hui avec une difficulté là, d'associer un modèle financier intéressant avec le remboursement des prêts en tant que tel. C'est-à-dire, premier conseil du jour, si vous avez un projet de serre, essayez le moins possible que vos charges liées au CAPEX se retrouvent dans vos OPEX, parce que dans le fond, ça va plomber beaucoup le projet avec votre capacité à pouvoir générer des revenus avec la dite serre, surtout si vous avez une fonction éducative ou d'affiliation sociale forte là, dans votre projet. Après ça, on a un 45% d'intrants, c'est-à-dire souvent on essaye des choses qui fonctionnent pas tout le temps non plus. Ces serres communautaires-là sont parfois gérées par des gens qualifiés, mais qui n'ont pas toujours non plus les connaissances pour réussir à faire tout fonctionner. Et on n'oublie pas, il y a une fonction très éducative dans le projet, c'est-à-dire on s'attend à avoir peut-être davantage de maladies, peut-être davantage de protection phytosanitaire à faire, peut-être davantage de contrôle de bioprotection, c'est-à-dire qu'on rajoute davantage d'intrants. Puis la plupart des projets, dans le fond, qu'on a analysés puis qu'on voit sont des projets de 3 saisons ou 4 saisons, mais que dans la saison hivernale, on produit vraiment des cultures froides, c'est-à-dire qu'on a une empreinte énergétique relativement faible puis qu'on n'a pas une serre là, qui présentement, là, plein mois de janvier, quand il fait -25, qui essaie de faire chauffer une serre à +25 pour produire des tomates. C'est peu d'exemples de serres communautaires, du moins, qui vous seront présentés aujourd'hui, tendent vers ce type de production-là. C'est-à-dire, si on regarde là, dans le fond cinq cas différents partant du moins cher jusqu'au plus cher, comme ça peut vous donner peut-être des idées en fonction de votre budget ou en fonction de votre capacité à lever de l'argent, en fonction de différents niveaux de complexité de serre, à voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui l'est pas dans votre communauté. C'est-à-dire, premier projet, Serre de rue, qui est un projet, là, dans le fond, qui avait été mené dans le cadre de Montréal en commun, qui voulait, dans le fond, questionner la place des voitures en ville. C'est-à-dire, essentiellement, on avait mobilisé des places de stationnement sur rue pour installer des abris tempo, puis au lieu de mettre des voitures à l'intérieur, on les a transformées en serres. C'est des serres, dans le fond, qui ont repris des abris tempo qui se vendent sur le marché, là, c'est-à-dire des 11 pieds par 30 pieds de long, puis qui ont été recouverts là, de polycarbonate avec peu ou pas de technologie à l'intérieur. Il y avait des côtés ouvrants, un chauffage accessoire vraiment léger, mais qui restait un projet de construction assez faible. C'est-à-dire, désolé, on se retrouve avec un coût de construction à 15 le pied carré, incluant l'installation, là, tout inclus, qui était un projet à vocation essentiellement éducative, qui voulait créer du lien social avec les citoyens, qui allait se réunir à l'intérieur. On voit que les tables ont été fabriquées avec du bois de palette, du bois récupéré. On voit vraiment que dans le fond, c'est une production vraiment artisanale, là, le moins cher qu'on souhaitait. Puis c'était ça un peu le but du projet, c'était de créer un prototype qui pouvait être construit par un peu n'importe qui à des prix relativement faibles pour pouvoir justement permettre de démocratiser un peu les serres, avec des coûts d'opération qui sont internalisés dans un projet plus large là, porté par le Carrefour solidaire, qui est l'opérateur des serres en question, mais qu'on pourrait estimer à moins de 10 000
dans le fond, l'organisme cherchait là, un endroit où faire pousser quelques semis, puis souhaitait aussi, là, dans le fond, prolonger leur saison de culture avec les smart pots qui se retrouvent dans la rue à longueur d'année au sein de la promenade des Saveurs, puis souhaitait, là, dans le fond, par l'ajout d'abris comme ceux-là, de pouvoir prolonger la saison en tant que telle. D'un point de vue réglementaire, ça c'est sûr que dépendamment de où ce que vous êtes, les serres sont soit interdites ou soit beaucoup limitées en termes de endroits où ce qu'on peut les mettre. Souvent, les serres sont assimilables à des bâtiments accessoires qu'on peut retrouver en cour, arrière ou latéral. Il va dans la majorité des cas où vous demandez des dérogations mineures ou des projets particuliers pour pouvoir implanter les dites serres en question. Il y a une espèce de flou aussi autour des serres. Est-ce qu'on le considère comme un bâtiment ou non? Est-ce que c'est temporaire ou non? C'est-à-dire peut-être là, que si vous avez un projet de serre en tête, là, premièrement, allez demander à votre municipalité, là, notamment à la direction d'urbanisme de votre municipalité en question, à savoir bon, ben, qu'est-ce qu'il y en est, puis c'est quoi leur ouverture à permettre ce genre d'infrastructure-là, parce que il y a beaucoup de projets qui se sont butés là, à des fins de non-recevoir là, d'implantation de serre en tant que telle. Ça veut dire, dans le fond, ce projet-là, c'était essentiellement trois serres de trois saisons de 330 pieds carrés. Euh, des ancrages, c'était des ancrages de type abri tempo, là, c'est-à-dire, dans le fond, c'est une vis qui était vissée dans le béton, dans le sol. On avait un des polycarbonates 10 mm là, qui recouvrait la structure en tant que telle. Comme je vous le disais, des cultures sur table au printemps, puis en sac pendant l'été, l'automne. Le branchement a été fait sur une borne de sécurité incendie, qui était une borne qui a eu l'ajout d'un dispositif là, qui avait été inventé par un ancien col bleu qui avait trouvé une manière de brancher un boyau, puis qu'en cas de feu, il y ait un branchement secondaire possible, parce que ça, c'était un des enjeux au début du projet au niveau du service incendie, de permettre là, d'utiliser l'eau issue de ce branchement-là sans risquer la sécurité incendie des gens autour. Il y a eu un branchement à travers un poteau électrique. Là. La ville a sorti, dans le fond, des prises, des poteaux électriques, ce qui faisait en sorte que on n'avait pas l'ampérage, là, la charge électrique pour mettre des dispositifs mettons, de chauffage qui allait être important, puis chauffer là, l'ensemble de l'œuvre, mais on avait assez d'électricité pour alimenter là, un chauffage d'appoint électrique, l'ouverture, fermeture de petits toits ouvrants. Il n'y avait pas eu l'ajout d'éclairage artificiel non plus. Puis ça, c'est une question souvent là, qui est réfléchi à savoir est-ce qu'on ajoute ou non de l'éclairage artificiel. Tu sais, vous le savez, au Québec, c'est pas juste parce qu'il fait froid qu'on produit que la bouffe pousse pas en hiver, c'est aussi avec le nombre de degrés jour d'ensoleillement là, lié au soleil en hiver qui est moins présent. Puis souvent, on aurait tendance à vouloir mettre de l'éclairage artificiel. L'enjeu, c'est qu'en milieu urbain, cet éclairage artificiel-là, ben, ça l'attire, là. Possiblement le vol ou le vandalisme. On associe parfois ça aussi à la culture du cannabis. Et de deux, ça peut causer potentiellement des nuisances aussi. À 5 heures du soir, avoir une grosse lanterne là, très illuminée au cœur d'une ville ou d'un village demeure là, un potentiel de nuisance au niveau du voisinage. Ça, c'est quelque chose à réfléchir aussi. Sur les toits, on a peut-être moins cet enjeu-là. En milieu rural, encore moins. Mais en ville, c'est une préoccupation que nécessairement il faut réfléchir. Ce projet-là de serre avait, si on veut, aucune ambition au niveau de rentabilité du modèle d'affaires. Ça voulait un projet low-tech, low-cost, qui prolongeait la saison, qui rajoutait pas en tant que tel du travail, mais qui faisait uniquement le bonifier le projet en question. Puis, tu sais, je peux vous dire que ce projet-là a quand même ses limites.
tant au niveau là, du vandalisme qui a eu lieu sur ce projet-là. Ça faisait beaucoup de graffitis, beaucoup de aussi pendant l'hiver, des gens qui rentraient dans les serres pour se réchauffer. Ça aussi, en milieu urbain, c'est quelque chose qu'on peut se questionner, le vol. Mais oui, si la serre ressemble à un abri tempo, la serre ressemble aussi à un campement. C'est-à-dire, là, on le voit, là, les gens sur Notre-Dame et autres fait les manchettes, on a une crise du logement. Mais c'est clair qu'une serre chauffée, on peut bien essayer de la sécuriser le plus possible. Ça reste une installation qui demeure, qu'on le veuille ou non, facile à rentrer. Puis là, c'est de voir, bon, ben, dans quelle mesure la cohabitation est possible entre justement la production de fruits et légumes et autres en milieu urbain et des enjeux comme le logement ou l'itinérance là, qui se retrouvent aussi dans plusieurs communautés au Québec. Le deuxième cas que je vous présente est la serre communautaire de la Récolte des générations, qui est un projet, là, comme je vous en parlais tantôt, sur un terrain privé d'une résidence pour personnes âgées. En fait, c'est dans la municipalité de Donham, il y a une résidence pour personnes âgées qui avait un terrain vacant à l'arrière puis qui a été proposé là, faire un jardin collectif, mais comme tantôt on disait à Saint-Donat, désirant prolonger la saison, puis d'avoir des activités un peu annuelles, on décide d'installer une serre en 2017 là, sur le lieu en question. Encore une fois, une demande de dérogation mineure qui passe au CCU là, pour installer la dite serre en question, qui là permettait la ville de Donham les serres, mais par rapport à des grandeurs maximales, ici, on a une salle de 1250 pieds carrés qui excédait de 500 pieds carrés là, la superficie autorisée par la ville. C'est-à-dire, il y a une demande de dérogation mineure qui a passé au CCU puis qui a été entérinée. Une serre, encore une fois, volet éducatif. Dans le fond, chaque classe de l'école primaire s'occupe d'une table à semis qui vont être par la suite là, en partie plantés dans chacune des résidences des enfants de l'école, mais aussi vendus lors d'un marché fermier début juin. Puis sinon, les autres tables sont sous-louées. Dans le fond, à des citoyens qui désirent avoir une table pour partir leur semis au printemps. C'est-à-dire un peu comme le modèle des jardins communautaires. Vous êtes locataire d'une table, là. Ça, c'est des tables 4 par 8, puis c'est possible de louer aussi un 4 par 4. Puis, dans le fond, il y a un coût associé à la location qui vous permet de démarrer vos semis, puis après ça, dans le fond, vous plantez là, vos semis chez vous ou peu importe. À chaque année, il y a de l'engouement autour du projet, là. Les tables sont tous louées. Puis dès que l'ensemble des semis sont transférés au 1er juin dans les résidences, les tables sont retirées, puis il y a une production là, de légumes intensifs là, dans la grandeur de la serre. On garde quand même une parcelle, là, cette fois-ci, on le voit à gauche, une parcelle de verdurette et autres, là, en même temps que les productions de semis là, pour permettre notamment aux enfants de venir manger pendant qu'ils viennent arroser leurs semis. Puis on voit vraiment une fierté. Le projet est en partie assumé par aussi un montant qui est chargé sur la facture scolaire de l'école. Tu sais, souvent, si vous êtes parent, là, vous payez pour des activités parascolaires ou le service de garde ou autre, mais là, a été ajouté là, sur la facture de l'école un montant là, pour permettre à ce projet-là de se passer. Puis c'est vraiment intéressant là, de voir comment, après ça, une institution comme une école primaire urbaine comme ça, avec un organisme communautaire. On arrive à un coût de construction d'environ 20 le pied carré. Puis un coût d'opération annuel de moins de 10 000. Dans le fond, c'est une serre qui est essentiellement gérée par des bénévoles puis utilisée par des citoyens. C'est-à-dire, on voit vraiment que, dans le fond, cette infrastructure-là est
est intéressante là, au niveau d'utilisation. C'est-à-dire, on a une serre 3 saisons, 1250 pieds carrés. Les pieux, c'est des pieux enfoncés. On va voir tantôt, c'est possible d'avoir des pieux vissés plutôt qu'enfoncés. Ça va vraiment dépendre de la compaction de votre sol quand vous allez implanter le projet. Lui, c'est une cour arrière, là, si on veut. C'est-à-dire, les pieux ont été enfoncés à la masse. Un polythène double soufflé avec côté ouvrant de type roll-up, de la culture sur table, comme je vous disais. Une grande porte de service 8 pieds, là, quand vous imaginerez aussi votre serre, oui, une porte de service, c'est intéressant, mais une grande porte de garage qui permet, là, dans le fond, pendant l'été, de garder ouvert, de ventiler aussi, ça peut être intéressant. La technologie iGrow est utilisée là, en intelligence qui est pas très artificielle, là, qui est plus robotisée, c'est-à-dire essentiellement, c'est un robot qui dit ouvre les moteurs roll-up, ferme-les en fonction là, de la température qui sont programmées par stade, contrairement à des technologies comme Orisha là, qu'il y a dans d'autres projets qu'on va vous présenter, que là, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui décide en fonction de différents critères, puis de sa connaissance de la serre, comment on pourrait agir sur les différents widgets, là, sur les différents appareils liés à la serre. Là, ici, c'est vraiment, dans le fond, plus une commande go, no go que l'utilisateur utilise. Là. C'est l'ancienne technologie, si on veut. Le branchement est un puits partagé avec les résidences pour personnes âgées. Il y a un panneau secondaire qui a été amené de la résidence à la serre en tant que telle, là, un 100 ampères qui a été tiré, là, si on veut. On a une fournaise au propane qui est alimentée là, essentiellement pour le printemps avec une facture énergétique là, qui tourne autour de 2500 $ là, pour permettre de chauffer la serre de mi-mars jusqu'à début juin. Une serre de 1250 pieds carrés, là, ça vous donne une idée environ des coûts énergétiques de ça. Puis il n'y a aucun éclairage artificiel. Commence les semis essentiellement début avril, puis il y a aucun éclairage artificiel, puis que ça fait en sorte que les semis sont intéressants puis qu'on n'a pas besoin nécessairement de lampes pour se faire éclairer. Je vais accélérer un peu. Troisième cas, la serre communautaire Louvain. Dans le fond, c'est un terrain vacant de la ville de Montréal, au coin de Louvain et Esplanade, dans le cadre du défi des villes intelligentes. Il avait été imaginé là, qu'on avait une serre qui allait être chauffée au compost, à la chaleur du compost qui était produit là, par des systèmes au glycol. C'était un projet de recherche et développement mené là, avec le laboratoire de agriculture urbaine et le TS, avec des étudiants de TS. La serre a servi essentiellement à produire des semis de tournesol. Là. Vous avez peut-être entendu parler du champ de tournesol qu'il y a eu. Ben, les semis ont notamment poussé dans cette serre-là. Puis on fait essentiellement de la production de légumes verdurettes. Puis il y a différents ateliers aussi qui se donnent là, avec notamment un groupe qui vient en aide aux réfugiés qui viennent faire des récoltes et en apprendre davantage sur l'agriculture urbaine. C'est ça, un coût de construction d'environ 30 $ le pied carré. C'est une serre, là, dans le fond, qui est de plus grand gabarit que les deux autres que je vous ai présentés au début. Celle-là est de 3000 pieds carrés, c'est-à-dire on passe de 300 à 1200 à 3000 pieds carrés. C'est une serre, elle, de 30 pieds de large par 100 pieds de long. Encore une fois, une serre Guy Tessier qui est disponible là, sur le marché assez facilement, avec des coûts d'opération d'environ 50 000 $ en termes d'équipement, de chauffage qui avait été utilisé là, pour chauffer la serre essentiellement un peu plus longtemps que la saison régulière. Puis les frais, les coûts de ressources humaines aussi pour opérer la dite serre en question. C'est-à-dire sur le terrain, une friche industrielle, terrain extrêmement compact. C'est-à-dire on a des fondations pieux vissées qui se retrouvent là, à être pas mal plus chères au niveau des coûts d'installation parce qu'on utilise là, dans le fond une pépine là, pour venir visser les pieux au lieu de juste les cogner à la masse. Encore une fois, on a un polythène double soufflé avec côté ouvrant, mais là, on a rajouté un toit ouvrant robotisé aussi pour permettre, là, dans le fond, à plus de chaleur de sortir. Étant donné que le sol est contaminé, c'est de la culture en bac de type Smart Pot qui sont là. Là, on a la technologie iGrow, c'est-à-dire
Non, on a la technologie Orisha dans cette salle-là, pardonnez-moi, où ce que là, justement, on a l'intelligence artificielle qui amène là, la possibilité à la serre de s'il y a des grands vents mais qu'il fait chaud, possiblement, on va vouloir fermer les côtés ouvrants. Même s'il fait chaud, on risque de ne pas briser, mettons, la végétation à l'intérieur, même s'il fait chaud, parce que le facteur vent va être considéré comme plus important que le facteur chaud en fonction des rafales qui vont être implantées. Il y a un branchement au boyau temporaire d'une borne incendie, encore une fois, à proximité du site. Un branchement au réseau d'Hydro-Québec avec une puissance là, de 60 ampères, ce qui fait en sorte que on ne peut pas avoir un aérotherme assez intéressant. Possiblement que ce projet-là aurait avantage d'avoir un réservoir au propane, comme qu'on a là, dans le fond, à la serre que je vous ai présenté avant à Donham. C'est un projet, là, celui-là, par contre, qui est transitoire, qu'on dit qui sera pas là indéfiniment. Il faudra juste voir là, dans quelle mesure il y a d'autres investissements qui seront mis à l'intérieur. Comme j'ai dit tantôt, prototypage de chauffage au niveau de la valorisation thermique du compost à proximité. Puis encore une fois, pas d'éclairage artificiel. Le projet là, produisant essentiellement du mois de mars jusqu'au mois de décembre. Puis présentement, la capacité de chauffage n'est pas suffisante là, pour faire pousser des légumes, là, surtout à temps froid comme aujourd'hui. Quatrième projet, la serre communautaire Emily DeWitt, qui est la serre là, qui a été installée en 2016 sur un terrain privé mis en amphithéose à la ville de Montréal. Dans le fond, c'est la compagnie de tabac J.T. McDonald qui a cédé en amphithéose là, à la ville de Montréal un terrain qui a été réparti en un jardin communautaire et une serre. Ça, c'est intéressant. Décision de la ville de Montréal de ne pas uniquement transformer le terrain au complet en jardin communautaire, mais d'y mettre une composante serre communautaire aussi à l'intérieur. A été installé en 2016, un projet qui est géré là aujourd'hui par Sentier Urbain, qui à l'époque, dans le fond, faisait aussi partie d'un programme plus large, quartier nourricier, là, qui visait à nourrir le quartier. Il y a eu plusieurs expérimentations qui ont été faites dans ce projet-là, notamment des expérimentations au niveau là, de maximiser la production. Dans une salle de 1250 pieds carrés, on a réussi à produire là, jusqu'à 80 000 de fruits et légumes et semis, là, ce qui fait, dans le fond, quand même des quantités intéressantes là, au niveau d'un modèle d'affaires probable pour la production dans des petites superficies comme ceux-là. Mais le projet, à la base, est un projet non pas de production, mais d'affiliation sociale qui permet justement à des jeunes et moins jeunes plus éloignés là, de, de leur affiliation, justement, de pouvoir vivre une expérience intéressante, stimulante, puis peut-être après ça embarquer dans des programmes d'employabilité. C'est un projet qui a des coûts d'opération très élevés, entre parenthèses, pour qu'est-ce qu'on imagine comme revenu, mais la serre est un outil plus qu'une finalité dans ce projet-ci, où ce que, dans le fond, on pourrait imaginer un programme d'affiliation dans un autre espace que la serre. Puis là, la serre serait pas nécessairement, l'autre installation serait pas nécessairement productive, c'est-à-dire il faut voir le modèle différemment, où ce que, bon, ben, on a dans le fond, un plateau d'affiliation, d'insertion, mais qui en plus crée de la valeur. Bon, ben, dans ce cas-ci, des semis qui sont donnés et vendus là, avec la communauté, des fruits et légumes frais qui sont produits à longueur d'année, avec des coûts de construction, cette fois-ci, de 100 environ 100 le pied carré. Pourquoi je dis environ? C'est parce que dans le fond, c'est un projet qui a été porté par la Ville de Montréal à travers son système d'appel d'offres qui lui est propre. Dans le fond, ça a créé une distorsion sur le prix aussi parce qu'il y a un entrepreneur général qui a chapeauté là, l'ensemble du projet. Il y a eu des coûts de décontamination qui n'ont pas été inclus dans le 100 le pied carré, mais l'infrastructure, là, dans le fond, elle a une fondation avec des murs de gel, branché aux égouts, à l'eau en permanence, branché au réseau de gaz naturel aussi en permanence. C'est-à-dire là, on a une infrastructure là, qui est intéressante parce que le gaz naturel leur revient moins cher aussi que le propane au niveau d'une production davantage à longueur d'année. Dire fondation de maison, pas de double soufflé encore de type roll-up avec toit ouvrant.
On a de la culture sur table au printemps, puis dans le fond, pas au sol, mais dans des bacs. Il y a des tests aussi qui se font à aquaponie, aussi en hydroponie. La technologie iGrow est utilisée. Comme je vous disais, branchement autant à l'égout, les aqueducs Hydro-Québec qu'au gaz naturel. C'est un aérotherme au gaz naturel qui chauffe la serre. Puis encore une fois, aucun éclairage artificiel là, est nécessaire dans la serre. Essentiellement, c'est des verdurettes là, qui ont été produites là, pendant l'hiver. Puis il n'y a pas de culture nécessitant là, de l'ensoleillement intensif là, qui est pratiqué pendant l'hiver. Finalement, le dernier toit, c'est lui là, qui fait exploser les coûts de projet. Là, on s'en souvient, on est passé de 15 à 100 là, pour Émile DeWitt, à 200 ici pour les coûts de construction de la serre. 200 le pied carré pour une petite serre qui est quand même un coup de maître, là, parce que souvent, sur les serres, surtout, on réussit là, à avoir des économies d'échelle par la grosseur. Là, les soumissions qu'on avait pour des petites sœurs de ce calibre-là étaient davantage au niveau là, du 500, 600, même 750 le pied carré. C'est-à-dire là, une sœur à 200 le pied carré, sur toi, avec tout ce que ça inclut, ça reste relativement peu cher. Avec des coûts d'opération qui sont internalisés, là, encore une fois, au sein d'un organisme, là, le même que tantôt le Carrefour solidaire, qui opère la serre, mais qui a aussi tout autre volet d'activité là, dans lequel ce projet-là aussi s'inscrit. Vocation là, éducative, production de semis, production de légumes et verdurettes. C'est installé sur un toit privé là, de l'Esplanade Quartier, comme je vous disais tantôt, là, qui est un projet là, qui a intégré l'agriculture urbaine dans chacune, en tout cas pour l'instant, de ses phases de développement. On a un jardin collectif, une serre collective sur l'îlot 1, un jardin communautaire sur l'îlot 2, puis sur l'îlot 3, là, il y a un jardin d'insertion qui s'en vient. C'est-à-dire, on voit que les promoteurs immobiliers aujourd'hui s'intéressent là, à ce type de projet-là. On voit culture sur bac avec de la petite mosaïque faite par l'école primaire aussi du quartier. Ça donne des fois l'occasion d'avoir des joint ventures comme ça intéressantes là, entre les projets. C'est-à-dire, on a une serre qu'on dit 3 saisons, qui pourrait être 4 saisons, mais pour l'instant, qui est utilisé 3 saisons avec un ancrage sur toit. Le fameux TFE là, que je vous parlais en début de rencontre, là, l'éthyle tétrafluoroéthylène, qui est un matériel incombustible là, qui a été installé sur toit, qui remplace le verre, qui est intéressant justement du fait que normalement, à moins d'aller demander une mesure équivalente à la RBQ, on n'aurait pas la possibilité d'installer là, du polycarbonate, encore moins du polythène, mais pas de polycarbonate sur un toit. Là, ici, on se retrouve justement avec un matériel autre que le verre, beaucoup moins cher, mais tout aussi performant, qui est le TFE. On fait de la culture sur table et en bac. C'est la technologie Orisha, là, la fameuse technologie développée à Québec, là, qui est en intelligence artificielle. Un des gros ajouts de ce projet-là, c'est qu'il y a un système de gicleur incendie. C'est rare qu'on voit des incendies dans des serres, mais dans le fond, étant donné que c'est intégré à un bâtiment, ça devait se conformer, là, dans le fond, au système incendie là, présent dans le bâtiment. Branchement au réseau d'égout aqueduc, branchement à Hydro-Québec. On a un aérotherme électrique à l'intérieur. Avoir eu une ligne de gaz naturel, peut-être ça aurait été plus intéressant. C'est limité, là, encore une fois, à 60 ampères, là, la charge électrique disponible dans la serre. On pourrait avoir un aérotherme plus performant là, advenant que l'ampérage grandirait ou qu'il y aurait une ligne de gaz naturel qui arriverait. Mais pour l'instant, ça suffit là, pour les besoins du projet. Puis on a un éclairage artificiel LED qui, dans le fond, serait possiblement à bonifier. Dans le fond, on ne voit pas de grandes répercussions là, pour l'instant du système qui a été mis sur la croissance des végétaux, d'autant plus que, dans le fond, la serre n'est pas nécessairement utilisée pendant l'hiver. C'est-à-dire, on voit que l'éclairage artificiel est peut-être pas nécessaire.